rien du tout. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de lit, il n'y a pas voilà, il y a pas le confort qu'on pourrait imaginer, sur un bateau et voilà, avec Martin, on a décidé de participer à cette course pour plusieurs choses, parce que déjà, on a une envie de devenir, navigateur professionnel et puis on a réussi à trouver des partenaires qui, nous accompagnent, en fait et qui nous financent, nos saisons. Donc on a comme partenaire, Randstad qui est le leader mondial dans l'intérim et sa filiale OSI. Et ce pourquoi du coup je suis présente face à vous, c'est qu'on a réussi à embarquer l'AFH parce qu'en fait, moi je suis hémophile B et on a réussi à faire en sorte que l'AFH rejoigne le projet et qu'on puisse, aussi mettre en avant, toutes les actions de l'AFH avec la médiatisation qui a été faite sur notre projet. Donc, dès qu'on avait un journaliste, on pouvait, parler, de l'association, des différentes actions, de ce qu'on faisait et cetera et cetera. Donc voilà un petit peu la constitution même du projet. C'était on a le partenaire financier, mais à côté, on a l'AFH et c'est ce qui est bien à rajouter aussi, c'est que Randstad a joué le jeu aussi avec l'AFH et a mis en place en interne des actions dans leur entreprise pour l'AFH. Donc finalement, on est très content, c'est que tous les acteurs du projet travaillent aussi ensemble. Donc ça c'est top. Pour revenir du coup à notre thématique de voyager, c'est possible. Nous, on a mis. Alors, moi, j'ai fait mon éducation thérapeutique il y a quelques années quand j'ai commencé à naviguer à haut niveau pour pouvoir être autonome sur les traitements, parce qu'en plus, ça a été une demande de la commission médicale de la Fédération française de voile. Ils ne sont pas très friands quand il y a des pathologies un petit peu comme l'hémophilie. Il y a un skipper qui a la maladie de Crohn. Il y a des diabétiques. Donc, c'est vrai qu'ils, vu qu'on sort complètement de notre zone de confort, ils n'apprécient pas forcément qu'il y ait des traitements un petit peu dangereux comme ça. Mais on a réussi à faire en sorte que je puisse quand même pratiquer mon sport à haut niveau. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que j'étais autonome. Grâce au CHU de Nantes, je ne sais pas s'il y en a qui sont du coup à ce CHU-là, mais l'infirmière Betty, elle m'a bien aidée et on a essayé de reproduire un petit peu le fait de faire une injection avec le plateau qui bouge, comme si j'étais en mer. Donc c'était très sympa. Et Martin aussi a eu son éducation à côté, juste avant de partir sur la Transat Jacques Vabre, pour qu'il puisse intervenir si jamais il y avait un souci. Donc lui, il aimait pas trop les piqûres. Et quand il a commencé à faire les injections, il était un petit peu blanc, il commençait un petit peu à trembler, mais bon, il s'en est très très bien sorti, il y avait pas de problème. Et j'ai aussi pris, donc moi j'ai pas besoin, je suis sur une hémophilie mineure, donc j'ai pas besoin d'avoir toujours mes injections. Là, on avait pris un médicament pour les 3 semaines de traversée, si jamais il se passait quelque chose. Et heureusement, j'en ai pas eu besoin. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait le problème de la conservation des médicaments, puisque arrivé au niveau du tropique du cancer, il commençait à faire extrêmement chaud. Quand on passait le Portugal, déjà, il faisait très chaud. Et la température est vraiment montée dans le bateau, surtout que le bateau, c'est de la résine et ça capte directement la chaleur, mais ça ne la dégage pas. Donc, on a eu ce problème de conservation de médicaments. Donc, je pense que si j'avais eu besoin d'avoir une injection, je pense que mon médicament n'aurait pas été très, très utile parce qu'il faisait facilement 40 degrés dans le bateau. Je pense que peut-être Maïka va pouvoir aussi peut-être nous parler de comment est-ce qu'ils ont géré cette gestion de conservation des médicaments. Mais j'en ai parlé avec donc, le partenaire OSI, qui est dans l'ingénierie, et on souhaiterait mettre en place une sorte de petit frigo autonome en énergie avec un panneau solaire. Et voilà, c'est un projet, j'ai parlé de ce projet-là à OSI.
Il y a 3 ingénieurs qui seraient très intéressés de travailler dessus et on espère sortir un prototype assez rapidement pour pouvoir facilement le mettre en exercice, voir si ça marche pas. Mais voilà, si jamais avec mes petites ressources, on arrive à mettre en place quelque chose pour faciliter la vie et les voyages, ce sera avec grand plaisir. Comme ça. Donc Maïka, du coup, je te laisse venir. Et Jean-Michel, pardon, vous êtes tous les deux. On est les deux en même temps, mais on n'avait pas fait les réunions ensemble. Parfait. Bonjour à tous les deux. Et puis je vous laisse la parole pour votre partie et votre voyage. Merci Clara déjà pour son partage. Nous, du coup, on va vous partager comment on a pu voyager avec un petit garçon de 4 ans hémophile A sévère en prophylaxie. Et voilà, c'est parti de l'envie de se prouver de laisser la maladie un peu derrière si possible et de pouvoir réaliser nos rêves. Donc on a pu le faire en s'adaptant beaucoup, avec beaucoup de travail, mais c'était possible. Donc si à travers la vidéo qui va suivre, ça vous donne envie, on pourra répondre après aux questions, je pense. Émilie, je pense que vous pouvez mettre la vidéo. On a essayé de résumer 6 mois de voyage en quelques minutes, donc c'est un peu plus long que ta vidéo, Clara. Mais voilà, on est parti 6 mois avec 6 mois de traitement, avec prophylaxie d'une injection par semaine. Et pendant ce voyage, on a rencontré d'autres malades hémophiles à travers le monde, dans tous les pays où on a été. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est très bien résumé. Donc à travers cette vidéo, vous allez voir d'autres malades et puis Sohan beaucoup parce que ça tourne autour de lui surtout. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre le son de la vidéo. Faut que je recommence. Ça arrive. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors c'est parti.
Ouais. Donc voilà, désolée, c'était une longue vidéo, mais c'est très dur de trier 6 mois de voyage en quelques minutes. Mais voilà, je pense, Maryse, on va ouvrir les questions, peut-être. Parce qu'il y a tellement à dire que je ne vais pas partir dans un monologue. On peut aller sur la slide suivante encore après, oui. Ouais. Oui, voilà, ben, ça c'est la slide. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de partir? C'est les premiers appels qu'on a passés au hasard pour avoir des conseils, c'était que c'était impossible qu'un hémophile fasse un tour du monde. Donc heureusement qu'on n'a pas lâché et que l'AFH était là. Donc là, je pense que c'est le moment où chacun peut peut-être poser la question de ce qui l'en empêche, de ce qu'il pense qui aurait pu empêcher ce que l'on a fait avec Clara. Le but en fait de cette conférence, c'est de déjà lever les petits freins d'un psychologique que l'on se met quand on est dans un parcours de maladie au début, au milieu, ou enfin voilà, en milieu de vie, et d'apporter peut-être des toutes petites astuces qui vont lever ces peurs. Et voilà. Je pense que si à la fin de cette conférence, il y a au moins une personne qui se dit que finalement elle peut réaliser son rêve, si son rêve était de voyager, c'est cool. C'est le principal. On a une question pour toi, Maïka. Je vois pas. Ah, c'est sur le côté. Là, c'est dans la conversation. Okay. Ah ouais. Du coup, c'est comment avez-vous, pour vous ressourcer, comment est-ce que vous avez fait pour vous ressourcer pour les médicaments à travers vos voyages?
Donc, Ben, en fait, on n'a pas eu besoin de se ressourcer parce qu'en fait, on est parti avec les 6 mois de traitement. Nous, on est parti pendant 6 mois et donc on a fait une demande à la sécurité sociale de délivrance de médicaments pour une durée supérieure à 1 mois et le max, c'est 6 mois. Donc, du coup, ça collait bien et donc, du coup, on n'a pas eu besoin de se ressourcer à travers notre voyage, quoi. On avait tout dès le départ. Donc, comment ça a été pour vous? Je vous continue les questions. Du coup, je vois les questions de Nicolas Grève. J'espère ne pas écorcher le nom. Récemment, je suis allée sur Lyon sous Libra. J'ai pris une boîte de Newwick avec un sac ISO à 2 packs de glace à l'arrivée, près de 5 heures après mon départ de Paris. Quand je suis arrivée au couvent, oui, tout était tiède. Et pour le transport des médicaments, nous, c'était pas Libra, c'était Factan à l'époque. Factan qui doit rester soit dans le frigo en permanence, soit quand il est sorti du frigo, ne plus y retourner et être conservé à moins de 25 degrés pendant plusieurs mois d'affilée. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Et on a utilisé en fait cette housse. Dedans, on y mettait les flacons de poudre. Et dans cette housse, donc en fait, on en avait 3 en tout. Et dans cette housse, il y avait ce petit coussin-là qui est tout plat. On ne voit pas bien, là. Qui est tout plat, mais qu'on plongeait dans l'eau pendant 4 minutes, qui gonflait et qui a des propriétés chimiques qui font qui libèrent des molécules fraîches dans toute la housse pendant 48 heures minimum. Donc, toutes les 2-3 jours, on retrempait cette housse. Donc ça, c'est valable pour des traitements qui doivent rester à moins de 25 degrés en température ambiante, voilà, pendant longtemps. Bonjour. Bonjour. Cette housse, vous l'êtes procurée comment? Alors cette housse, on l'a trouvée sur Internet. On l'a achetée sur le site de Medactive. Je vais peut-être pouvoir mettre le lien dans la conversation. En fait, c'est une housse qui, à la base, est prévue pour les diabétiques. D'accord. Voilà, c'est une housse qui est adaptée pour la conservation des traitements. Et il y a plusieurs gammes. Alors nous, on a pris cette housse parce que nous, on a pris le parti de garder le traitement à température ambiante pendant 6 mois. Mais il y a d'autres produits qu'eux proposent. J'ai mis le lien là dans le chat. Qui permettent de conserver les traitements aussi entre 2 et 8 degrés, quoi. D'accord, ok. Sur une durée de, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 48 heures. Donc, voilà. D'accord, ok. Parce que moi, je suis hémophile A sévère. Je suis sous Advait et Limbra, mais bon, là, c'est l'Advait, en fait, qui me posait problème. Voilà. Moi, le dernier voyage que j'ai fait, c'était il y a une dizaine d'années en Italie, en été, et ça avait été une galère infernale pour conserver au frais. On était parti en voiture, avec une espèce de, vous savez, les glacières de camping qu'on branche en fait sur la ligne cigare. Et bon, ben ça fait pas du froid, ça conserve péniblement au froid. Et puis, bon, j'étais plus jeune, on était plus dissipé, même si la personne avec moi était prévenue que j'étais malade et tout ça, et on s'est retrouvés dans des bouchons. Voilà, et à la fin, carrément, on n'a plus avoir de glace. Et carrément, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. S'arrêter en fait pour acheter genre des sorbets en fait, pour remplir la glacière au maximum en fait pour garder les produits au frais. Et puis en fait à la fin je me suis voilà, tout était à température ambiante. Ça a été la galère en fait quoi pour conserver. Je savais pas en fait que ça pouvait exister en fait quoi parce que voilà. Tout à fait, ouais. Parce que votre traitement il faut que ça conserve pareil que le vôtre en fait quoi à température enfin optimale en fait au frigo. Une fois sorti du frigo, en fait, il peut être conservé jusqu'à une température de 25 degrés. Il peut pas retourner au frigo après. Et ça a été toujours l'enfer en fait pour partir. Et même après sur des histoires de confidentialité, une fois que j'arrivais en fait à un endroit,
selon comment dire, les lieux d'arrivage, en fait, mettre dans la confidence une personne qui aurait un frigo, en fait, et dire voilà, je suis malade, j'ai besoin de mettre voilà. Et ça, je suis de moins en moins enclin à le faire, en fait. Voilà. Donc là, la petite housse qui garde à température ambiante, ça peut être voilà. Alors, ça donne beaucoup d'autonomie parce que justement, on ne voulait pas être tributaire de panneaux solaires, d'électricité, parce qu'on ne savait pas du coup comment on allait voyager. On souhaitait être en sac à dos au maximum. Et en fait, par contre, on a tout enlevé des paquets, des boîtes de médicaments. On n'a pris que les flacons de poudre, qui sont ceux qui doivent être conservés, qu'on a mis là-dedans. Tous les flacons d'eau, on les avait mis dans une trousse à vernis qui a du coup toutes les protections. On avait les 40 injections dans cette trousse à vernis. Tout le reste, ce qui était seringue, compresse, pansement, que vous connaissez, on les avait tous mis sous vide, un par un, avec exactement tout ce qu'il fallait pour une injection. Donc, on les avait mis sous vide comme le jambon à la charcuterie, en fait. Et du coup, les 40 boîtes de médicaments qui étaient énormes étaient devenues des tout petits paquets qui rentraient que dans son sac à dos. Ouais, c'était les contraintes par rapport au fait de voyager en sac à dos, du coup, et du coup pas beaucoup de place. Donc, on a pris l'option de tout mettre sous vide. Et Pardon, excusez-moi. En fait, en meeting aussi. Juste, oui, de la conservation. Après, donc vous avez choisi pour une température ambiante et c'est vraiment en fait optimal en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci en fait par rapport à l'extérieur. Non. Si vous voyagez en fait où il fait 35. Voilà, maintenant on arrive à des températures extrêmes d'été. Bali, Thaïlande. Ouais, on était en Thaïlande, à 10h du mat, il fait 30 degrés. Ouais. Et c'est vrai qu'avant, quand on a découvert la pochette, on s'est posé la question vraiment voir si ça fonctionnait vraiment sur des grosses chaleurs. Et on a fait le test ici en France en mettant une sonde comme les cuisiniers en fait à l'intérieur pour vraiment savoir quelle température était à l'intérieur sous des grosses chaleurs. Et en effet, c'est vrai que ça restait toujours en dessous de 25 quoi. D'accord, ok. Du coup, ça nous a motivés pour partir sur cette solution-là. Il faut juste de l'eau. Okay. Ouais. Juste de l'eau. Bonjour, très beau voyage, merci. Est-ce que ça a été difficile de convaincre vos médecins pour adhérer à votre projet? Nous sommes suivis au CTH de Bordeaux. On a une équipe extraordinaire qui a peut-être fait les gros yeux un quart de seconde, mais qui de suite nous ont suivis avec la pharmacie de l'hôpital de Bordeaux, du CHU de Bordeaux, pour réfléchir à toutes les possibilités pour partir. À savoir qu'au moment où on a décidé de partir en tour du monde, Sohan n'était pas en prophylaxie, donc on a appris en 6 mois à faire la prophylaxie et notre première injection tout seul était au Sri Lanka. Avec qui avez-vous préparé ce voyage concernant les aspects médicaments? Donc, du coup, c'est avec le CTH de Bordeaux, avec la pharmacienne du CTH de Bordeaux qui nous a beaucoup aidé sur les traitements. Et voilà, et avec la FH aussi nationale qui nous ont beaucoup aidé pour l'organisation de ce voyage. À savoir que pour partir avec 6 mois de traitement, donc, il faut demander une dérogation exceptionnelle à la CPAM. Et cette demande, elle est très dure à obtenir, donc ça demande beaucoup d'anticipation. On a eu au téléphone quelqu'un qui est en ce moment en Thaïlande. Et c'est quelque chose qui demande des mois et des mois parce que d'abord, ils refusent dans un premier lieu et après, il faut batailler. Donc ça se demande. Ou alors, il faut faire un voyage qui nécessite d'être dans un dom-dom pour se réapprovisionner dans un hôpital français. Avez-vous rencontré des difficultés avec les autorités locales pour passer les frontières avec les médicaments? Alors, nous, on n'a pas rencontré de difficultés. Le seul moment de faiblesse qu'on a eu, c'était au Qatar, où du coup, c'était un peu compliqué de passer la frontière. Mais bon, avec les ordonnances traduites, ça, c'est un truc qu'il faut faire absolument, c'est traduire les ordonnances en anglais. Ou en anglais, ou alors ou en espagnol, ou en notre langue, si on va dans un autre pays. Mais nous, en soi, on n'a pas eu vraiment de soucis
On a stressé au début, parce qu'effectivement, il y a les aiguilles et tout ça. Donc pour ça, en fait, on avait le sac à dos cabine. À l'intérieur, on avait un seul kit d'injection sous vide avec 7 housses, avec tous les traitements. Donc au début, on en avait 3 au début du voyage. Donc avec les 3 housses, avec les 40 flacons de poudre. Tout le reste, les flacons liquides, les seringues et tout, étaient en soute, parce qu'on partait du principe que c'était des choses qui pouvaient être perdues pendant le voyage et achetées ailleurs sur place, hormis les flacons de poudre, en fait. Donc, quand on passait la douane, on n'avait que notre sac à dos avec ces 3 pochettes avec 40 injections et un seul paquet sous vide avec une aiguille et de quoi faire une intraveineuse en urgence. Donc, on lit vos questions. Ok, alors une question de Marc Vincent. Est-ce que les problèmes de conservation de médicaments ont influencé sur les destinations choisies? Non, pas du tout. Du coup, on a plus orienté les destinations en fonction de savoir s'il y avait des soins possibles s'il y avait un accident hémorragique. Des associations. Donc, notamment, tout ce qui est association, CTH, tout ça. S'il n'y avait pas, mais du coup, il y a plein de destinations qu'on s'est refusées à cause de ça. Mais dans tous les pays où on est allé, on savait qu'il y avait des associations et des CTH qui pourraient prendre en charge s'il y avait un accident. En fait, maintenant, avec l'expérience, si on devait le refaire, ce qui est le truc le plus important, c'est d'avoir une personne référente dans le pays où on va, parce que soit concerné par l'hémophilie, soit concerné par le milieu médical, soit quelqu'un de confiance qui pourra vous amener vers un infirmier, parce que tout n'est pas organisé comme chez nous en Europe. Donc, ça nous a beaucoup aidé en fait d'avoir, par exemple, à Bali, une expatriée française qui nous a aidé à trouver un infirmier pour le jour où on n'a pas réussi à faire une injection, on a piqué 6 ou 7 fois. Et dans ces cas-là, quand on n'arrive pas en France, on va aux urgences. Et là, il fallait qu'on trouve absolument quelqu'un vite pour faire l'injection à notre place. Enfin, vite, parce que du coup, le produit, vous le savez tous, mais je le redis, le produit, une fois qu'il est mélangé, il faut qu'il soit injecté dans les 3-4 heures. Nous, des fois, on est allé au-delà avec l'autorisation du CHU de Bordeaux, très exceptionnellement. Donc, du coup, c'est beaucoup de stress. Donc, heureusement qu'on avait ces contacts. Et du coup, pour savoir, pour trouver un contact dans le pays, par exemple une association, je vais vous mettre un petit lien sur le site d'Hémophilie Monde. C'est bon, il est dans le meeting. Et du coup, ça permet de savoir dans quel pays il y a des associations qui sont liées à l'Hémophilie Monde. Donc, nous, par exemple, cet été, on part en Albanie et du coup, on va prendre contact avec l'association d'Albanie pour qu'ils sachent qu'on est là et demander quelles sont les choses à faire s'il y avait un accident qui arriverait. Et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y a Marc Jourdain, bonjour Marc, qui nous demande si Soso a fait des accidents hémorragiques pendant le voyage. Absolument aucun. Lui, c'est un hémophile sévère, mais on a la chance qu'il fasse plutôt des réactions spontanées. Donc, c'est plutôt saut en trampoline, pas mal de chocs qui peuvent faire des hémarthroses. Donc, toutes les randonnées se sont bien passées, il n'y a pas eu d'hémarthrose. Et après, c'est tout. Non, il n'y a eu rien. Donc, c'était trop cool. À savoir que dans les pays où on a été, ils étaient assez estomaqués de voir Sohan sauter partout, aussi svelte et bondissant, parce que dans les enfants qu'on a vus, notamment en Thaïlande, c'est assez touchant de voir que ces enfants-là, en fait, ils ont déjà des hémarthroses assez importantes, qu'ils ne vont déjà plus à l'école parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer, que les mamans vont à l'école avec eux pour les surveiller dans la cour de récréation. Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas de traitement. Donc, nous, on avait 40 000 € de traitement dans le sac à dos, alors que eux, un adulte, en cas d'hémorragie sévère
n'avait même pas la prophylaxie de Soane qui avait 4 ans. Donc, ils nous racontaient tout ça et c'était assez délicat. Quand ils nous posaient la question, on leur répondait, mais on ne disait pas qu'on avait tout ça dans nos sacs à dos. Et donc, d'où les gros yeux quand ils voyaient Soane sauter partout et comment c'est possible en fait. Donc, voilà. Nicolas, merci pour les renseignements. Si jamais la chaîne de conservation est compromise concernant le produit, comment puis-je le savoir? Là, je pense que c'est plus un médecin qui va pouvoir répondre. Ils nous l'avaient expliqué, les médecins, mais c'est une histoire de... Je ne veux pas dire de bêtises, peut-être que Nicolas va savoir. C'est le truc, c'est une notion de mémoire de ce que nous avait dit l'infirmière. C'est l'aspect du flacon. S'il y a des bulles, s'il y a des fragments, si c'est pas limpide, c'est que c'était pas bon, mais bon, c'est pas arrivé. Alors, question de Benabi. J'aimerais savoir si vous avez eu des problèmes avec la douane. Donc non, aucun problème. On avait tous les certificats médicaux. Mon neveu, qui est sourd-muet et hémophile, il ne peut malheureusement pas intervenir. Il y a eu un problème à la douane mexicaine. Alors, il faut savoir qu'en fonction de certaines douanes, ils font semblant qu'il y a un problème pour pouvoir garder les produits et derrière les revendre pour la contrebande. Donc, il faut s'imposer. Nous, ça nous est arrivé pour un traitement à Jean-Mi en Turquie. Ils ont voulu garder le produit et nous faire peur. Donc, heureusement que non. Mais je peux comprendre qu'effectivement, en étant sourd et muet, que ce soit difficile de se défendre à la douane. Ils ont confisqué le traitement, mais c'est je pense, de la contrebande. Ouais, mais du coup, vous avez eu la bonne réaction de lutter pour se bagarrer et lutter. C'est malheureux. Est-ce que votre hémophilie a été un atout ou un inconvénient auprès de votre partenaire? Ça, c'est la question, je pense, Clara, pour toi. Ah ouais. Bonjour Nicolas. Du coup, est-ce que ça a été un atout ou un inconvénient? L'AFH était déjà présente dans le projet avant qu'on trouve Randstad. Et on va dire que ça a été une petite plus-value, mais ce pourquoi Randstad s'est engagé avec nous, c'était pour notre jeunesse, parce qu'on était le duo le plus jeune de la Jacques Vabre. Et il y avait aussi cette idée de mixité. Donc ce n'est pas, on va dire qu'il n'y a pas eu de discrimination positive sur le fait que je sois malade. On va dire que effectivement, au sein de Randstad, il y a une filiale qui s'appelle Appel Médical. Donc ça a fait un lien en plus. Mais non, ça n'a ni été un atout ni un inconvénient. On va dire que ça a été une valeur ajoutée au projet. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais. Vous avez commencé à pratiquer le sport avant ou après d'être diagnostiqué? Ah oui. Non, je pratiquais déjà du sport. En fait, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 8 ans. Et j'ai fait du sport dès mon plus jeune âge parce que j'ai une famille de sportifs. Et après le diagnostic, vu que ça faisait déjà des années que je pratiquais du sport et que je pouvais jouer dehors, etc., on a décidé de ne pas me changer la vie, de ne pas tout arrêter d'un coup. Mais par contre, il y a eu une attention plus particulière. Et on a aussi adapté ma pratique à ce diagnostic. Mais j'ai eu la chance de pouvoir faire du handball pendant 15 ans et après partir sur la voile. Mais on va dire que le diagnostic n'a pas arrêté ma façon de vivre et d'être sportive. Mais c'est une chance. C'est ça, c'est une vision. Il faut cette force qu'il faut avoir. Et je trouve que nous, on est sportifs aussi, et je pense que c'est ce qui a aidé à nous projeter dans le voyage. Guillaume, qui nous demande comment nous a aidé la FH. Ils nous ont aidés. Déjà, c'était
une écoute attentive, toujours par mail, hyper réactive pour toutes les questions. Nous, dans un premier temps, ça a été très administratif, avec notamment les demandes de sécu pour appuyer nos dossiers. Ils sont là pour nous accompagner si on a besoin d'un coup de pouce. Ils sont là aussi pour donner les contacts quand ils ne savent pas. En fait, ils renvoient. Donc, ça arrivera certainement qu'ils vous renvoient vers nous maintenant. Mais avant, c'était voilà, d'autres personnes. Pendant le voyage, ils nous ont énormément aidés à rentrer en contact avec les présidents d'associations d'hémophilie de chaque pays où on a été. Même en préparation du voyage, en fait, parce que j'avais commencé à les contacter par mail et j'avais pas de retour. Et donc, du coup, la FH nationale a pris le relais, en fait, pour nous introduire, en fait, juste dire, voilà, il y a des... c'est des gens sérieux. Il y a un couple, une famille de Français qui veulent faire un voyage et qui, du coup, ont besoin de contacts dans les pays qu'ils vont traverser. Et après, du coup, ça nous a introduit et de suite, il y a eu moins de méfiance, en fait. Parce que, du coup, il y a beaucoup quand même de méfiance voilà, sur des demandes comme ça. Et c'est aussi grâce à eux qu'on a pu rentrer en contact avec beaucoup d'associations. Et la petite anecdote que je raconte souvent, mais qui symbolise énormément, l'implication, à l'époque, c'était Thomas Sagnier qui était donc président de l'AFH, et où on était au Pérou au moment où il y a eu le rappel de produits en 2019 de flacons d'eau où il y avait des cristaux de verre à l'intérieur. Tout un rappel de produits, donc évidemment nos lots faisaient partie aussi. Donc on s'est retrouvés le jour de l'injection à lire ce mail et à se dire ok, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien pour injecter. Donc le matin même, on envoie un mail à Thomas Sagnier, président AFH France, qui envoie un mail au président Pérou, qui envoie un mail au président Amérique du Sud. Le président Amérique du Sud contacte le président du Pérou qui vient en bas de notre hôtel 4 heures après avec les flacons pour faire l'injection. Donc ça voilà, c'est la petite anecdote. Donc Marc Vincent, pour des voyages, il y a aussi les voyages moins lointains, effectivement, dans l'Hexagone et parfois des problèmes pour des injections, pour des situations d'urgence. Quel conseil? Déjà, la petite housse, elle est géniale aussi pour partir en vacances. Pas se trimballer avec une grande glacière. Ça rentre dans un sac à main. Et après, les problèmes pour des injections, ce qu'on fait, nous, il y a des infirmières libérales, il suffit de les contacter, ou les urgences. Ouais. Ou alors essayer de contacter le CTH le plus près de l'endroit où vous allez. Qui doivent sûrement avoir un réseau voilà, d'infirmières libérales ou de docteurs qui sont dans le secteur. Ça peut être une solution aussi. Ouais. Voilà. Quelles sont les règles d'or pour un bon voyage, au maximum, pour un petit voyage? Moi, je pense qu'une règle très importante, c'est aller chercher l'information le plus possible, de se renseigner au maximum. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. On s'est renseigné sur la faisabilité du projet déjà. Et puis ensuite trouver toutes les petites bonnes solutions pour que le projet se fasse dans les bonnes conditions. C'est Nicolas. Ouais. En fait, nous, on nous a clairement dit de suite, et de toute façon, Clara, je pense que c'est pareil, on était les premiers hémophiles à faire un tour du monde. Donc Clara était certainement la première à faire la Transat Jacques Vabre. Donc en fait, ça nous a demandé beaucoup d'imagination et d'inventivité. Et je pense qu'il faut aussi partir de ce principe-là, même si c'est pour un petit voyage, je sais pas, en cas de quelques jours en France, il faut bricoler en fait pour obtenir ce que l'on veut et pas s'arrêter aux médecins qui vont dire non, c'est pas possible ou à quelqu'un qui va dire ben non, c'est impossible.
parce que cette personne, elle parle avec ses peurs à elle. Donc, vous, il faut faire preuve de beaucoup de courage et voilà, il faut inventer plein de choses, mais c'est possible. C'est ça, c'est possible, avec des contraintes, avec des adaptations, enfin, mais à partir du moment aussi où on est confiant sur sa façon de gérer la maladie, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Si Martin a décidé d'embarquer avec moi aussi sur une traversée de l'Atlantique, c'est parce que il avait confiance dans ma gestion de ma maladie. S'il me voyait un petit peu border, je ne suis pas sûre qu'il aurait pris le départ. Mais à partir du moment où on est confiant, où on sait comment se gérer et voilà, on s'est bien préparé, normalement, il n'y a pas de grandes contraintes et de grands risques. C'est ça, Clara l'a beaucoup répété, bien préparé. Par contre, on ne part pas juste, ah, ben, je pars, je prends mon sac à dos, j'y vais, quoi. Ça, ça me paraît compliqué. Ouais. Pour moi, le maître mot, c'est la préparation, quoi. Et, vraiment, à partir du moment où tout est préparé et qu'on arrive à peu près à cerner toutes ces éventualités, ben, on n'a plus trop de surprises et du coup, on sait comment réagir en cas de situation d'urgence. Même s'il y en a toujours qui peuvent arriver et voilà, nous surprendre, mais je pense qu'avant de partir, il faut quand même bien préparer, prendre le temps de bien préparer, bien se renseigner et voilà. Mais surtout ne pas s'arrêter et toujours essayer d'aller là où on veut aller, quoi. Il y a Guillaume qui dit anticipation, imagination, inventivité, persévérance, confiance, préparation. Voilà. C'est ça. C'est l'envie de vivre aussi. L'envie de vivre et quand ça vient des tripes, c'est comme tout. Il y a Marc qui demande si on avait contracté une assurance particulière. Alors, pour notre départ, nous, on a une assurance. On a pris une assurance voyage. Une assurance voyage qui était spécialisée dans les tours du monde. C'est une assurance qui s'appelle Chapka Assurance, qui eux sont spécialisés dans les tours du monde. Mais par contre, par rapport à l'hémophilie, on n'a pas trouvé d'assurance qui couvre le fait d'être hémophile, en fait. Toute maladie qui est déclarée avant le départ n'est pas prise en charge par l'assurance. On en a contacté un bon paquet et je ne sais même pas encore si ça existe, en fait. On a trouvé quand même une option, c'est de s'inscrire à la CFE, c'est la Caisse française des étrangers. Oui, c'est ça, ouais. C'est la sécu des expatriés, en fait. Et ça permettait d'avoir un petit remboursement par rapport aux frais qui auraient pu être engendrés dans des pays étrangers. C'est-à-dire que, mettons qu'en France, sur une intervention qui coûte 100 €, on est remboursé 70 €. Si on va, c'est vraiment de l'exemple. Si je vais en Thaïlande et que j'ai la même intervention qui est remboursée, qui coûte 120 €, bah, du coup, grâce à la CFE, je serai quand même remboursé à hauteur du remboursement français, donc 70 €, mais par contre, le surplus reste à ma charge. Donc, c'est toujours bon à prendre, mais on n'est pas remboursé à 100% comme en France. Ça, c'est normal aussi, parce qu'on est à l'étranger, mais c'est vrai que c'est une petite option qu'on a pris aussi de s'inscrire à la CFE pour pallier, voilà, si besoin de pallier ce trou dans le budget, quoi. Des produits à conserver à température ambiante à l'avenir. Maintenant, nous, il est sous M-Libra. Donc, M-Libra ne peut être sorti que 7 jours à température ambiante. Non, oui. Attendez. Je n'ai pas encore posé la question. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 24 heures, non? Peut-être Nicolas peut nous aider sur ce coup-là, ou quelqu'un d'autre. 7 jours non consécutifs, ça peut être 7 jours intercalés.
Mais en gros, la question, je pense que c'est plutôt est-ce que la science va évoluer pour qu'on n'ait plus qu'à des produits qui se conservent à température ambiante. Et ça, du coup, c'est le médecin qui aurait plutôt pu répondre. Ouais, Ça, sur l'avenir, je pense que c'était ça la question et du coup, je ne sais pas. Ouais. Tout à fait, c'était tout à fait ça la question, Ouais. effectivement. L'avenir sur donc là, c'est plutôt sur les recherches, l'avancée des recherches. Pas en ma connaissance, mais je suis pas au point sur les recherches qu'il y a. Mais ça, C'est vrai que pour les As ou Omnibras, c'est plus facile parce que à la limite, ils sont un petit peu couverts. Mais bon, dès qu'il s'agit de se trimballer avec des facteurs et qu'il fait chaud, ça coule le temps court, quoi. Et puis, il faut trouver un frigo en urgence tout le temps et c'est chiant, quoi. Vous avez la housse maintenant. Oui, j'ai vu, c'est innovant. Effectivement, c'est bon à savoir. Ouais. Et, nous, on a pris l'option de la housse parce que c'était petit, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus gros et qui conservent entre 2 et 8 degrés comme au frigo, en fait, pour des durées de 3-4 jours, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, il faudra regarder sur le site, sur le lien que je vous ai envoyé là, mais il y en a d'autres qui sont vraiment bien et qui, du coup, si on n'est pas limité à la taille d'un sac à dos, peut permettre voilà, une conservation qui est plus longue, quoi. Ouais, c'est bon à savoir, hein, franchement. Ouais. Nicolas a C'est mis bon le à lien savoir parce que Nicolas a mis le lien de la CFE justement sur le chat aussi. Merci Nicolas. Je vais regarder ça, merci. Ça devient dur avec le réchauffement climatique. C'est sûr que ça va pas en s'arrangeant. Et donc, bien rappeler aussi qu'il faut avoir des ordonnances et en français, et en anglais, et peut-être aussi en espagnol, puisque c'est les 3 langues les plus parlées. Ouais, c'est ça. Nous, on avait les 3, ouais, parce qu'on avait des pays voilà, anglophones. Bah, l'anglais, c'est la base. C'est sûr qu'il faut en anglais, au moins. S'il y en a une à avoir, c'est en anglais. Et après, comme on avait des pays hispanophones aussi, on avait pris l'option en espagnol. Ouais. Oui, et pour les pays, pardon. Non, Et pour les pays du Golfe, est-ce qu'il faut tenter de trouver un médecin arabophone? Ça peut marcher, hein. Enfin, ça peut être bien vu par eux aussi, hein. Donc, est-ce qu'il y en a d'ailleurs des médecins arabophones dans les centres de traitement d'hémophilie en France? Ça peut être utile si on va du côté du Golfe. Oui, ou après le faire traduire par quelqu'un qui peut traduire le texte, c'est pas. Il y a aussi les traductions latines du jargon médical mondial, qui est la langue latine, il me semble. Il y a un numéro à avoir aussi qui peut être utile, c'est sur les ordonnances d'avoir le numéro de DCI du traitement. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire DCI, mais en gros, on va dire, c'est le numéro de série international. Donc, grâce à ce numéro-là, dans chaque pays, en faisant une petite recherche, on arrive à trouver vraiment le nom du médicament et voilà, s'il n'est pas référencé s'il n'est pas connu du moins dans le pays qu'on visite, quoi. Il y a Benabi qui dit à propos de la température, mon médecin m'avait assuré que je peux garder mes facteurs à une température de 27 degrés sans problème. Il m'est arrivé de faire la route en été. Donc ça, oui, c'est possible, mais c'est un produit où en fait on part de son domicile, on prend la route, on peut partir certainement en vacances ou dans un autre lieu, et l'injection va se faire dans la semaine à venir. Donc c'est un produit dont on va avoir le contrôle à peu près de la température sur le temps d'un trajet. Nous, du coup, comme il y avait 6 mois de traitement, 40 injections, il fallait avoir le regard sur toutes les variations de température, et dans cette housse, au moins, c'était sûr que ça restait stable. Donc, en fait, dans les règles d'or de préparer son voyage, c'est plus d'1 mois, c'est de la demande à la Sécu, être hyper préparé avec les médecins de son CTH, ou je ne sais plus comment on dit maintenant, bref, son hématologue. Préparer effectivement les conditions de conservation du produit et avoir un contact sur place, que ce soit infirmier, en lien ou non avec l'hémophilie, un numéro d'urgence, un numéro de portable qu'on peut contacter en cas de saignement, mais en cas de difficulté à faire une injection. Depuis le 1er janvier 2015, tous les médicaments doivent être prescrits en dénomination commune. Oui, donc c'est le DCI,
c'est le nom international de tous les traitements. Maryse qui dit peut-être aussi avec une notice du produit avec soi. Nous, on avait sur la lettre, en fait, on avait une lettre qui expliquait que c'était un traitement vital pour la vie de l'enfant qui était avec nous. Un truc comme ça. Ouais, sur le lien que je vous ai donné sur l'hémophilie monde, il y a des exemples de lettres qui sont traduites en anglais et du coup que vous pouvez donner à votre hématologue voilà, pour qu'il la remplisse et qu'il la signe en fait. J'ai quelque chose qui me vient aussi en tête. En cas de coup, on avait prévu des poches, les sportifs connaissent ça, des poches qu'on casse qui de suite deviennent froides parce que ça nous évitait de transporter des bombes de froid et ça nous permettait au moins d'avoir un truc froid immédiat avant de trouver des glaçons. Parce que ça, c'est pas non plus facile à trouver partout. Donc on en avait 4 ou 5 dans la valise qui n'ont jamais servi, qui se sont plus pétées toutes seules qu'autre chose. Mais... Et nous, pendant la traversée, on avait un numéro d'un médecin en direct. Et lui était au courant de l'hémophilie et était totalement capable de nous redonner par téléphone satellite les étapes à suivre pour faire une bonne injection à distance. Parce qu'il faut ajouter à ça le problème aussi de l'hygiène. On n'a pas l'eau courante directement, donc se laver les mains, etc. Donc on avait anticipé ce problème-là. On avait pris, vu que c'était un petit peu la mode et qu'il y en avait partout, on avait plein de gel hydroalcoolique. On a eu aussi beaucoup de lingettes désinfectantes pour la peau. Et si jamais on devait intervenir et arriver à faire une bonne intraveineuse, on avait dans un petit sac, déjà on avait une très grosse pharmacie, mais dans un petit sac en plus, on avait de quoi bien se laver les mains, éviter d'aggraver le problème avec une aseptique qui était moyenne. Et un numéro d'urgence avec le médecin qui avait tout le dossier médical et qui pouvait nous transmettre en temps réel les différentes actions à faire pour faire une bonne intraveineuse. Donc ça aussi, c'est pas mal d'avoir un petit mémo quand on est fatigué ou quand même on est sous le stress, parce que des fois, il peut y avoir des accidents spontanés. Si on a le côté stress, d'avoir ces petits mémos pour savoir quelles sont les bonnes étapes sans rien oublier, sans rien... Voilà, ça c'est important aussi, je pense. Ah, et Maryse pose la question, comment avez-vous géré les déchets? On avait des mini, tout le monde a les grosses boîtes jaunes pour mettre les seringues. Mais nous, on avait la même chose, mais en tout petit. On s'en est débarrassé, il me semble, en Nouvelle-Zélande, dans une pharmacie, en fait, comme ici en France. On a fait un troc. Je sais pas si c'est pas. On a ma famille qui nous a rejoint à mi-chemin aussi. Peut-être qu'elles sont arrivées avec quelques trucs. Peut-être. On réside dans le sud-ouest de la France, près de quoi? Près de Bordeaux. Entre Bordeaux et Bayonne, quoi. Comme on faisait autour du monde, on disait qu'on était près de Bordeaux, tout le monde connaît. Voilà. Et après, oui, comment bien préparer. Voilà, c'est vraiment la sécu, la préparation avec le CHU, le conditionnement et le contact. Pour moi, c'est les non négociables pour partir, même si c'est à côté, à 1 heure de route, avoir un contact avec. Quand on a des tout petits à injecter, je ne sais pas là, c'est parmi les gens qui écoutent, il y a des tout petits à injecter, c'est souvent assez difficile. Donc c'est bien d'avoir un contact qui vient. Justement, la notion de stress, elle est hyper importante aussi. Quand on commence à stresser, à plus réussir du tout à trouver les veines, c'est bien que ce soit un professionnel qui le fasse. Donc voilà. Nous, on refera très certainement un tour du monde d'ici 2-3 ans. Avec la petite qui a 1 an, donc on attend qu'elle marche. On attend qu'elle marche bien, qu'elle puisse s'enquiller quelques randonnées, qu'il n'y ait plus de couches, plus de bibi pour partir. On sait, a priori, elle n'est pas conductrice.
Donc, on aura les traitements de SOEN dans 4 ans. On ne sait pas ce que ce sera devenu, avec un peu de chance, quelque chose de beaucoup moins d'injections. La pharmacie minimum, avez-vous une liste à communiquer? Fou. Il y a plein de blogs. Je pense que Clara, tu peux peut-être, toi, tu dois avoir l'habitude d'avoir la pharmacie. Non, de l'Hexacil. C'est pas mal, l'Hexacil. Et nous, on avait. Alors, on a une liste de pharmacies vraiment très bien, très fournie. Mais ça, c'est vraiment la commission médicale de la course qui nous demandait d'avoir ça. On avait de la morphine, on avait de l'adrénaline, on avait toutes ces choses-là. Donc, moi, j'avais un peu plus d'Hexacil. J'avais des pansements, les pansements un petit peu plus particuliers pour arrêter les saignements plus rapidement. Coalgan? Comment? Du Coalgan à la limite? On avait du Coalgan. Ouais, Mm. on avait ça. Mm. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Déjà, l'Hexacil, ça fait. Enfin, en tout cas, pour mon hémophilie, je sais que l'Hexacil, c'est vraiment bien. Et puis, ouais, après, c'était surtout sur si jamais il y avait des saignements, c'était tous les pansements un peu spéciaux très efficaces. Oui, il n'y a rien de plus, parce qu'après, la formation minimum, tout dépend dans quelles conditions. Nous, on avait le minimum du voyageur avec les antipalus, les antibiotiques et tout, mais ça, c'est pour tout le monde, hors hémophilie. Mm. Il y avait aussi des compresses alvéolo-stériles. C'est des compresses cicatrisantes. Ouais, les mèches. Oui, après, tout ce qui est. Après, c'est la trousse du voyageur, sur tous les blogs. Nous, on avait une trousse enfant, une trousse adulte et la trousse hémophilie. Donc, en fait, Jean-Mi avait un 70 litres, un sac à dos 70 litres plein de traitements, en fait. Souvenir. Et après, du coup, Marc Vincent qui dit anticiper et s'appuyer pour tous les contacts qu'on peut avoir. Et maintenant, vous nous avez, nous aussi, en plus, on est là, bénévole à l'AFH pour ça. Moi, en plus aussi, je suis à la commission parents de jeunes enfants, donc si ça concerne en plus des enfants, encore plus. Clara, toi, tu es à la commission femmes. Moi, je suis à la commission femmes et activités sportives aussi, physique. Ouais. Je vais me faire gronder parce qu'à chaque fois, je dis pas le bon mot. Oui, le sport, c'est différent que l'activité physique. Ouais, activité physique. Donc pareil, c'est vrai que là, on a deux expériences similaires tout en étant différents. Donc, si jamais vous voulez voyager sur Terre, rapprochez-vous de Marika et Jean-Michel. Mais si vous souhaitez faire, on va dire, une sorte d'expédition, parce que ça peut être très bien de la montagne, ça peut être du vélo, il y a plein de choses à mettre en place quand on sort, quand on part un peu des sentiers battus. Moi, je sais que quand je navigue, j'ai une balise sur moi. C'est une balise qui m'a coûté un petit billet puisqu'elle coûte 400 €. Mais en attendant, si jamais j'ai un problème sur un bateau, je déclenche ma balise et les secours sont au courant de ma pathologie dès qu'ils arrivent sur zone. Donc là, j'ai pas besoin de me battre pour dire que je suis hémophile, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. J'ai déjà. Un jour, ce sera l'espace. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Mais ouais, voilà, il y a plein de petits tips aussi sur les expéditions, donc n'hésitez pas. On est de toute façon tous disponibles. Et Benabi qui dit donc qu'il habite à l'étranger, mais c'est très difficile de contacter mes médecins à Paris. Le truc, c'est que alors soit on est résident français, soit on est expatrié. Et dans ce cas-là, si on est expatrié, je ne pense pas qu'on soit encore référencé dans le CTH français. Et dans ce cas-là, on doit avoir il doit y avoir un CTH sur le lieu d'habitation. Et après, bon, mais je connais pas, oui, le fonctionnement de l'hôpital de Paris. C'est nous, Bordeaux est beaucoup plus familial, donc c'est facile. Ce qu'on raconte, ce n'est que notre expérience à Bordeaux.
je sais de toutes les histoires que j'entends à la Commission Parents de Jeunes Enfants que tous les CTH, les hôpitaux ne fonctionnent pas de la même manière. Et ce n'est que notre histoire. Autant Clara que nous, ce n'est que le service dans lequel on est. Donc, mais dans tous les cas, il y a aussi l'AFH nationale qui peut répondre aux questions. Et n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Je ne sais pas à quelle heure on doit terminer, Maryse. Tout est prévu 20h, mais on n'est pas loin. On est bien, on est bien. Donc, si vous avez encore 2-3 conseils à donner ou faire rêver, voilà. C'était né ça faisait plus d'un an qu'on était enfermés dans le diagnostic de la maladie de Cohen, d'autres choses pas évidentes. Donc ça a été pour nous vital de préparer ce projet. Ça nous a pris 9 mois de préparation parce que on a fait aussi une démarche de récolte de fonds pour faire ce voyage. Il nous a coûté il ne nous a pas coûté parce qu'on a travaillé du coup pendant un an pour récolter 40 000 € et pouvoir faire ce voyage. Et on avait des douzaines d'écoles en Aquitaine qui nous suivaient, plus beaucoup de monde qui nous suivait parce que notre message, c'était de prouver aux hémophiles, mais à tous ceux qui ont des pathologies, et il y en a beaucoup, qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. Et son rêve, c'est pas forcément faire un tour du monde, ça peut être faire son potager dans son jardin, et on ne le fait pas parce qu'on pense qu'on ne peut pas. Donc voilà, c'était notre mission, et c'est pour ça qu'on continue. Et on le refera donc différemment sans cette récolte de fonds. Et donc c'est pour ça qu'on économise dès maintenant. Il faut que ce soit quelque chose qui porte chacun. Quelle est votre profession en France? Moi, je suis Clara est skipper pro. C'est la classe quand même. C'est stylé. C'est un peu la classe. Moi, je suis coach sportif et prof de yoga donc, dans le sud-ouest. Et moi, je suis développeur web donc, dans l'informatique. Donc voilà, et quitte à broder sur la fin, j'aimerais le faire pour tous les hémophiles qu'on a rencontrés pendant ce voyage. Parce que aussi la grande leçon, c'était qu'on a beaucoup de chance en France. Nous, là, on a beaucoup discuté de comment je fais pour garder mon produit au frais. C'est la galère, mais en fait, eux, ils n'ont même pas de produit, en fait. Ils n'ont pas cette question à se poser puisqu'ils n'ont pas de traitement. Ou ils n'ont pas de frigo. Les combats des associations nationales, c'est que les familles aient des frigos dans leur maison, qu'ils aient peut-être du traitement. On a rencontré un hémophile au Sri Lanka qui, sa seule manière de pouvoir s'en sortir, c'était d'être doué à l'école pour avoir un travail dans un bureau et pas être ouvrier et se servir de son corps le moins possible. Il nous a expliqué que c'était difficile de trouver une femme pour se marier parce qu'il était handicapé, donc il n'est pas bon à marier. Ça a été un combat pour lui d'aller à l'école parce qu'il avait 3 heures de bus à faire debout. Donc c'était un combat d'accéder à l'école. En Thaïlande, c'est encore plus difficile pour eux. Les traitements, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Donc les familles moyennes n'ont pas de traitement. Donc on a vécu avec des familles, des enfants déjà avec des hémarthrodoses lourdes, des handicaps lourds. Des mamans désespérées parce que du coup les mamans qui donnent vie à des enfants malades sont abandonnées par certains hommes. Il y a eu aussi un papa seul avec son fils. On est arrivé, ils sont désespérés et déjà que la vie est différente chez eux. Ils étaient super contents de nous rencontrer, de savoir comment ça se passait en France. Ils étaient hyper contents de découvrir un autre hémophile du monde, en fait, qui venait chez eux. Et voilà.
En Amérique du Sud, le combat, c'est on a participé à une assemblée générale du Pérou à Lima. Et eux, leur grand combat, c'est la corruption. Parce que ceux qui ont les meilleures places, je ne sais pas si c'est d'actualité, enfin voilà, hein, c'était il y a 4 ans. Mais il y a beaucoup de corruption. En gros, c'est difficile d'être sûr que tous les traitements soient répartis aux bonnes personnes. Donc pour ça, il y a l'Association mondiale des hémophiles qui a un regard très fort sur tout ça. Et quand ça se passe pas bien, hein, nous à l'époque, quand on y était, ils risquaient de sortir justement du réseau mondial des hémophiles à cause de ces problèmes-là, parce qu'ils n'arrivaient même pas à répertorier tous les numéros des patients en fait. Donc voilà. Il y a des questions? Oui. Bah, merci à ceux qui disent merci, déjà. J'ai toujours rêvé de voyager, de faire du sport. Malheureusement, mes articulations sont tellement détériorées que je ne peux rien faire de mon corps. Ai-je le droit de rêver? Eh oui, c'est ça. Donc, ça, c'est les plus vieilles générations, enfin vieilles, pardon, anciennes générations d'hémophiles qui ont des traces de tout ça. C'est pas comme nous, notre fils qui ne va avoir la chance certainement de pas vivre ça. Mais du coup, il n'y a pas d'âge ni d'handicap pour vivre ses rêves. Il faut juste les adapter. Merci de rappeler que tout le monde n'a pas accès au traitement et que les combats sont encore à mener. Oui, je suis vieux. Bon, ça va, je vois la petite vignette, ça va quand même. C'est ça, ouais. On a beaucoup de chance. Quand on n'arrive pas à piquer, on va aux urgences, on ne se pose pas de questions. Voilà. Clara, tes projets, demande Émilie. Mes projets, on est en train d'y travailler. On est en train de préparer la route du Rhum cette année. Donc ce sera pour Martin, puisque la route du Rhum, c'est une transatlantique en solitaire qui va partir de Saint-Malo pour la Guadeloupe. Et même si c'est Martin qui est sur le bateau, on va continuer à communiquer avec la FH. C'est intéressant aussi d'avoir le discours du conjoint qui s'occupe de la patiente. Il y a pas beaucoup de témoignages comme ça, donc on va essayer de mettre une voix là-dessus aussi. Et comme à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre, on va aller voir le comité. On a été accueillis après la Jacques Vabre par le comité martiniquais et c'était vraiment chouette. Maryse et Jean-Marc peuvent témoigner, c'était vraiment une superbe arrivée. Donc on aimerait bien faire pareil en Guadeloupe. Et si on peut à chaque fois aller à la rencontre des adhérents de la FH, on le fait, puisque la prochaine course, ça va être à La Rochelle dans une semaine. On part le week-end prochain, c'est le championnat du monde de classe 40, donc de la catégorie de notre bateau. Et on avait déjà rencontré le comité Pays de la Loire au Sable d'Olonne après une course de Martin, mais c'est vrai que s'il y en a qui sont du coin de La Rochelle du 13 au 18, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On aime bien montrer le bateau, on aime bien échanger. Pareil, on va remonter en Normandie pour une autre course. Et puis, la volonté, c'est de refaire une deuxième Jacques Vabre avec un projet performance. Donc là, inclure la performance au projet. Donc voilà, il y a plein d'envies. Et tant qu'on est apte à naviguer, on navigue. Donc c'est top. Voilà. Tu as des fans, Clara, il y a des gens qui ont vu Amy Capel qui a une photo dédicacée de toi. Ah bon? Je n'en ai même pas, moi. Voilà. Et Émilie, c'est pas n'importe qui, c'est la présidente qui accueille le congrès, s'il vous plaît. Ah oui. Eh ben, dis donc. Qui a dit que du coup, de vendredi soir, il y a un atelier international, mais ça va être hyper intéressant. J'espère qu'on n'a pas dit de bêtises. Il y a aussi la dernière slide, si on veut montrer quelques images du voyage de Maïka. J'avais fait une petite sélection parmi toutes celles qu'elle m'avait envoyées.
Ah, ok, Ça arrive. merci. J'arrive. Ça sera des belles images de fin. Ouais. Merci à vous en tout cas d'avoir témoigné. Merci pour toutes vos questions aussi. On est passionné par ça, donc c'est cool de le partager. Ouais, c'est un plaisir toujours. Et si vous avez d'autres questions qui viennent, surtout n'hésitez pas voilà, à faire passer soit à Émilie ou autre, ou alors sinon nous contacter. Nous, sur le Facebook 3 sacs autour du monde, on s'en sert plus trop, mais on reçoit les messages de temps en temps sur 3 sacs autour du monde. Je sais pas toi, Clara, si tu as un Facebook ou un Instagram. Ouais, bah, je vais le mettre sur la conversation, mais pareil, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, bah, merci de votre attention et de toutes vos questions, c'est cool. L'injection avec le masque, c'était notre arrivée en Nouvelle-Zélande. Et en bas à gauche, c'est un infirmier balinais qu'on avait trouvé à l'arrache pour faire une injection, qui l'avait désinfecté avec du produit périmé de 2 ans avant. Voilà. Super. C'est trop cool.